Est-ce que c'est vrai cette histoire, sans citer l'artiste? C'est vrai, mais incomplet. Alors, on t'écoute. Parce que je suis obligé de raconter l'histoire. Vas-y. Salut à tous et bienvenue sur TorahBox pour cette nouvelle émission, ce nouveau concept d'interview qu'on partage avec vous. On va donner la parole à des personnes qui ont des parcours de vie ultra passionnants. Et pour cette première émission, on reçoit un invité de marque, Ephraim Citruc. Merci beaucoup d'être venu ici à TorahBox. Alors forcément, quand on entend Citruc, ça résonne direct. Tu es le fils du grand main Joseph Rahim Citruc. Et beaucoup te connaissent ton visage, parce que tu as accompagné ton père pendant 15 ans, depuis 2001 jusqu'à 2016. Et aujourd'hui, donc, on va évidemment parler de ton père. Avec toi, Ephraim, on va plonger dans ce qu'on va appeler les coulisses de la vie du grand rabbin. Tu vas nous raconter ce que tu as vécu à ses côtés. On reviendra sur des événements majeurs pendant ces 15 dernières années de sa vie, comment il a géré son quotidien. On va aussi revenir sur les relations qu'il avait avec les personnalités publiques. On sait qu'il était très proche des présidents, notamment le président Mitterrand, le président Chirac. Tu vas aussi nous raconter une discussion sous haute tension avec un ancien président. Ton papa, c'était un immense personnage public. Et comme tout personnage public, alors on entend parfois des histoires. Tu vas nous confirmer si des fois ces histoires étaient vraies ou si c'est tout simplement des rumeurs. Mais avant tout, j'aimerais qu'on commence par parler de toi. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours? Tu es né en France, ensuite Israël, ensuite comment tu t'es retrouvé du jour au lendemain aux côtés de ton père pour l'accompagner au quotidien? Alors tout à fait. Disons que je suis né en France, effectivement. Je suis parti étudier en Israël à l'âge de 18 ans, à peu près 19 ans. J'ai continué à étudier en Israël. Et puis après, je me suis marié, évidemment, en France. Mais j'ai continué à étudier là-bas, en Israël. Jusque ce fameux jour du 5 décembre 2001, où j'étais d'ailleurs en train d'étudier cette fameuse après-midi. Et on a reçu ce coup de fil, évidemment, de la famille. Mon grand frère qui me disait, voilà, papa a eu un accident cérébral. On ne savait même pas de quoi on parlait, parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Évidemment, je vous passe les premiers jours, forcément, de grande tension, de grande inquiétude, avec des allers-retours au fur et à mesure pour aller être auprès de lui. Puis finalement, les mois se sont écoulés. J'avais une de mes sœurs qui était auprès de lui, qui s'occupait de lui en permanence. À la fois, il fallait jongler l'aide, j'ai envie de dire, d'un père, mais aussi, bien sûr, l'aide d'une personnalité qui avait des fonctions et qui n'avait rien lâché de ses fonctions. Donc finalement, c'était un travail, on va dire, intense. Donc le jour où ma sœur ne pouvait plus être auprès de lui, la question était de savoir qui s'occuperait de lui. Alors il y a eu comme ça une période entre deux où finalement, il y avait quelques élèves de temps en temps qui l'accompagnaient dans certains événements. Mais tout a basculé le jour où en fait il y a une dame d'un certain âge aujourd'hui, qui a, je crois que c'était à mon grand frère Yaakov, l'a appelé en lui disant, vous savez, on a vu votre père récemment à l'Élysée d'ailleurs. Il y avait une cérémonie, un événement. Et la dame lui avait fait la remarque suivante. Elle a dit, vous savez, il y a quelque chose qui m'a dérangé. C'est que j'ai vu le grand rabbin Citruc à la caméra avec la kippa qui dépassait un peu du chapeau. Et elle a dit, vous savez, c'est dommage. Je sais que votre père a toujours faisait attention à lui. Son image était importante pour lui. Et j'ai trouvé que c'était dommage qu'aujourd'hui, voilà, il n'était peut-être pas bien accompagné. Sûrement la personne qui l'accompagnait a fait ce qu'il pouvait. Et ben en fait, c'est ça. C'est ça qui a créé un déclic chez moi. Et pour être tout à fait précis, on vivait en Israël avec mon épouse. On avait déjà 2 enfants. Donc on avait déjà, grâce à Dieu, une vie intéressante en Israël, avec un avenir sûrement un petit peu à l'image de ce que je souhaitais faire de notre vie. Mais évidemment, ça m'a fait réfléchir. Mes parents ne m'ont jamais rien demandé. C'était pas du style d'ailleurs de mon père de demander quoi que ce soit, et ma mère également. Donc la question était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire. Est-ce qu'on allait revenir en France? C'est vrai qu'auparavant, les mois qui avaient précédé, il y a eu des événements comme des séminaires ou autres, où j'avais été proche de mon père. Et c'est vrai que j'avais eu peut-être certains gestes qu'il fallait avoir pour l'accompagner, en même temps, j'ai envie de dire, allier à la fois efficacité peut-être et discrétion, ce que j'avais essayé de faire au mieux. Donc j'avais déjà quelque chose qui pouvait me permettre de prétendre à être à ses côtés. Mais cette décision, il fallait que je la prenne. Alors, entre autres, je suis allé consulter le Rav Moshe Shapira, qui était très proche de notre père, de notre famille. Et pour lui, la question ne se posait pas. Il m'a dit, effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, il m'avait dit, tu vas devoir y aller. Et peut-être qu'après, c'est tes frères qui prendront le relais. Mais finalement, donc, ayant l'appui, la bénédiction du Rav,
Notre décision a été prise après avoir consulté certains de mes frères et sœurs. Et j'ai appelé mes parents pour leur dire qu'on avait décidé de revenir en France pour être auprès d'eux, pour faire au mieux. Je dois ici dire que revenir en France pour mon père, c'était pas quelque chose de simple. Il n'a jamais voulu que ses enfants reviennent, quittent Israël pour venir habiter en France. Pour lui, en Israël, on y reste. Notre vie est là-bas, notre avenir est là-bas. Et pour lui, c'était important. Mais finalement, j'ai décidé. Je les ai appelés en disant, voilà, notre décision est prise. Et on arrive. Donc, on s'est installé comme on a pu au début avec notre famille chez mes parents. Et donc, tout de suite, on s'est mis dans le bain en essayant d'être à la fois un fils et parfois, des fois, un secrétaire, une aide, enfin, un peu tout à la fois. Alors, quand on parle de toi, Ephraim Citruc, on dit tu es le fils du Grand Ramin Citruc. Et évidemment, j'imagine que c'est une fierté, mais est-ce que c'est une pression au quotidien, Alors, je dois avouer que c'est vrai que ce statut de fils? c'est vrai que c'est pas si évident. Alors, honnêtement, avec un peu d'âge maintenant, c'est beaucoup plus une fierté qu'autre chose. Mais c'est vrai que parfois, c'était pas toujours simple parce que souvent, évidemment, les gens nous reconnaissent. Je te prends des exemples de la vie de tous les jours. Parfois, il m'arrive de rentrer dans un restaurant et je vois que les regards se tournent comme ça en mode on le connaît, on sait qui il est. Alors des fois, quand on a envie d'être un petit peu tranquille, c'est pas toujours facile. Mais ça c'est rien à côté de la fierté et de la chance. C'est vrai que ça engage. Il nous arrive parfois de parler avec certains de ses élèves, de ses proches. Il y en a un comme ça qui me disait que il y a des choses qu'il n'ose pas faire parce qu'il sait que les gens vont se rappeler qu'il est proche de Rav Citruc. Donc pour un fils, encore plus, il est évident que... mais finalement, je pense que c'est surtout... Moi, je le ressens en tout cas, encore plus aujourd'hui, comme une grande fierté, en fait, de porter ce nom et d'être son fils. Il y avait aussi une petite anecdote jolie qui m'est arrivée récemment après un discours. J'imagine que ça arrive aussi à mes frères. J'étais à un mariage, j'ai fait un discours. Il y a une personne qui connaissait bien mon père qui s'est approché de moi à la fin, moi qui m'a félicité très gentiment. Et il m'a dit comme ça, si un jour on te demande de faire un test ADN, t'auras pas besoin de le faire. J'ai trouvé ça très mignon, très beau, et finalement j'en étais fier. Parce que je me suis dit, voilà, peut-être qu'on essaye un petit peu on est fier de porter ce nom, on essaye d'être à la hauteur. Alors justement, porter ce nom, si je me trompe pas, c'était toi, donc à la Lévaïa, ton père à Jérusalem, qui avait cité une histoire où, un petit peu pour le taquiner, tu lui disais quel héritage tu vas nous laisser, et il t'avait répondu. Alors, c'est vrai que cette histoire, elle est incroyable parce qu'elle s'est faite dans un contexte qui était un moment de la vie de tous les jours, vraiment entre deux. J'étais avec lui en train de l'aider, je sais plus à quoi. Et je sais pas ce qui m'a pris de lui dire qu'est-ce que tu veux nous laisser comme héritage. En plus, vous savez, à la fois, il n'y avait pas de tabou avec mon père et encore moins dans ces sujets. Je sais que chez certains, ça peut sembler être des sujets tabous. Parler d'héritage ou autre, c'est pas du tout le cas chez nous et encore moins avec mon père. Donc c'était vraiment en mode, je sais pas, la petite blague comme ça. Et en fait, j'ai pris une leçon incroyable, puisque la réponse a été incroyable. Et jusqu'à aujourd'hui, on me la ressort. Et je pense que j'ai presque envie de dire que une des choses que les gens ont retenues, en fait, finalement, de ces discours qui ont été faits le jour de son enterrement, c'était peut-être ce message. Parce que ce message, en fait, c'est pas le mien, c'est le sien. Il m'a répondu comme ça, avec donc beaucoup de sérieux, alors qu'on n'était pas dans un sujet très sérieux. Il m'a dit, moi, je vous laisse la chose la plus importante, la belle renommée. Et il m'a cité évidemment cette fameuse Mishnah de Pirkei Avot, Maxime Despères, qui dit que là-bas, il y a 3 couronnes pour le peuple juif. Et en fait, la couronne, la Mishnah termine en disant la couronne la plus importante, c'est la renommée. Et il m'a dit que finalement, la renommée, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Pourquoi ? Parce qu'un homme, finalement, dans sa vie, il peut être un homme extraordinaire et en un rien, il peut gâcher sa renommée. Et lui, il a été capable d'avoir une renommée incroyable jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Et évidemment, donc c'est un des plus beaux, plus bel héritage qu'on a reçu. Magnifique. Tu as accompagné ton père pendant des années. C'était quoi le moment le plus marquant que tu as vécu à ses côtés ? Et s'il y avait un moment qui t'a le plus marqué, ce serait lequel ? Alors c'est vrai que résumer autant d'années à un moment, c'est difficile parce que je pense pas qu'il y avait particulièrement des moments particuliers. Ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, mais je crois que c'était mon père en fait, c'est qu'il nous transmettait des messages à travers des événements de la vie de tous les jours. Alors on était évidemment encore à une soirée, je crois que c'était au Casino de Paris, et je me rappelle qu'on était assis comme ça avec tout le monde, et donc il s'apprêtait à monter pour aller faire un discours. Et donc il y avait comme ça quelques marches, mais c'était très étroit, des marches très hautes. Évidemment, dans son état, c'était difficile de monter l'escalier.
Alors, avec beaucoup de gentillesse et d'affection, les gens se sont mis autour de lui pour vouloir l'aider. Mais en fait, cette aide, elle était peut-être plus difficile qu'autre chose à gérer. Mm. Alors, il s'est retourné comme ça vers tout le monde. Et il leur a dit, mais vous inquiétez pas, mon fils est là. Et il a dit comme ça, avec lui, j'irai au bout du monde. En fait, une phrase qui est sortie, que j'aurais peut-être jamais entendue dans un autre contexte. Mais finalement, il l'a Très sorti. touchant. Et c'était pour moi quelque chose en même temps très émouvant, mais finalement, sans s'en rendre compte, ou peut-être je pense oui, en s'en rendant compte sûrement, il a finalement transmis une leçon de confiance qu'on doit essayer de transmettre finalement en tant que père, en tant que rave, dans tous les contextes de la vie, mais être capable de transmettre ça. Et c'est vrai que c'était un des faits marquants, encore une fois, auquel je ne m'attendais pas, mais il y en a d'autres, c'est clair. Alors, ton papa, c'était le grand rabbin de France pendant 21 ans, évidemment, juste avant, grand rabbin de Marseille, juste avant, Strasbourg. Et quand on a un papa comme ça, un personnage public, comment on fait pour entretenir une relation père-fils, une relation normale de père-fils avec un homme aussi grand Alors, et autant sollicité autour? Alors c'est vrai que c'est pas facile. Moi, je me rappelle que quand on a quitté Marseille, il y avait eu comme ça une soirée. Moi, j'étais jeune, j'avais à ce moment-là 11 ans. Et il y avait une grande soirée à la Grande Synagogue de Marseille. Je crois même qu'ils avaient organisé une espèce de manifestation pour dire non au départ du rabbin Citruc de Marseille. Et j'avais été interviewé comme ça par un ami comme ça qui avait fait un petit reportage. Et c'était marrant de dire que, en fait, j'avais dit des mots que je ressentais déjà, mais qui se sont évidemment amplifiés à travers les années de Grand Rabbin de France. C'est que j'avais dit que c'est sûr que c'était pas facile d'avoir un père très occupé. Et que peut-être qu'il avait peut-être pas le même rôle qu'un enfant peut avoir en ayant un père qui travaille à horaire fixe et qui rentre à la maison et qui va passer du temps avec ses enfants le soir, à faire les devoirs, à faire toutes sortes de choses. Nous, on n'avait peut-être pas ça. C'est vrai. Mais mon père, en fait, il avait cette capacité à combler, en fait, ce moment. Alors, ça pouvait être à travers des souvenirs d'enfants que j'ai aujourd'hui, des histoires, par exemple, le vendredi soir, quand au moment d'aller se coucher, Shabbat, il nous rassemblait dans un lit, nous racontait des histoires. On venait tous autour de lui. Parce que c'était les moments où, forcément, il avait plus de temps. C'était à travers les vacances. Ou les vacances, coûte que coûte, pour lui, c'était les moments où on se devait d'être en famille et passer les moments à la fois intimes. Et c'était des choses qui comblaient. À part, évidemment, toute cette fierté. Parce que quand on a un père qui n'est pas là, mais on sait pourquoi il n'est pas là, et on sait qu'il s'occupe des autres, alors finalement, on accepte beaucoup de choses. Alors, Ephraim, il y a plein de choses qu'on connaît sur ton père, mais on aimerait quand même, voilà, c'est un peu le but de l'émission, connaître les coulisses de sa vie. Est-ce que tu as des histoires à nous raconter qui montrent vraiment qui il était au quotidien? Alors, c'est vrai que finalement, un grand personnage, en tout cas d'après la Torah, c'est pas. Lui, il avait une phrase, mon père, qu'il aimait beaucoup. Il disait qu'en fait, un grand homme, c'est celui qui rend les choses grandes. Et je crois que finalement, il vivait cette chose-là vraiment au plus profond de lui. Et c'est vrai qu'il nous est arrivé parfois, je peux prendre l'exemple dans les moments difficiles, parce que c'est là que finalement, il a peut-être prouvé qui il était vraiment. Alors, je me rappelle que certains avaient dit qu'en écoutant ses cours, évidemment avant sa maladie, il parlait souvent des épreuves, mais il parlait forcément des épreuves avec un espèce de recul. Alors que finalement, à travers sa maladie, les gens ont pu voir que ce qu'il disait, il l'était vraiment. Mais c'est vrai que je me rappelle que parfois, durant les dernières années de sa vie, il a eu cette maladie malheureusement qui rajoutait déjà sur la maladie qu'il avait depuis son AVC. Et donc forcément, c'était des traitements difficiles. Et il avait vu un professeur qui faisait son travail de professeur pour essayer de présenter, d'expliquer le traitement qu'il fallait lui donner, qu'il devait administrer, et ainsi de suite. Et je me rappelle qu'en fait, à ce moment-là, j'étais à côté de lui, et le professeur lui parlait, et en fait, il n'écoutait pas vraiment. Et puis comme ça, il la laisse parler un bon moment. Alors, à la limite, c'est moi qui écoutais plus, parce que je savais qu'il fallait bien comprendre ce qui allait se passer. Et au bout d'un moment, il arrête, je crois qu'elle termine. Il dit, vous savez, vous, effectivement, vous faites votre travail, vous dites ce qu'il y a à faire. Mais vous savez, nous... Et je crois même qu'il avait dit à ce moment-là, parce qu'il s'était peut-être rendu compte qu'il avait l'air de pas tout à fait l'écouter. Il avait dit, mais vous savez, nous, on a un autre médecin. Mais il l'avait dit avec tellement de conviction, c'est-à-dire que finalement, on parle d'un homme qui souffre, qui a une maladie, qui est face à un médecin qui lui explique
qu'est-ce qui va se passer. Et finalement, lui, il avait prouvé à ce moment-là que lui, il savait qui était le vrai médecin. Mais en même temps, je crois qu'un des faits les plus peut-être à la fois touchants et forts de sa maladie, c'est que à la fin de sa vie, là on parle vraiment des dernières, peut-être dernières semaines, derniers mois. D'abord, souvent, on essaie un petit peu on va dire le pousser un peu à bout pour qu'il nous dise ce qu'il ressentait vraiment au fond de lui dans sa maladie. Alors d'abord, un jour, je me rappelle qu'il avait comme ça sollicité un rave qui était le passage à la maison. Parce qu'on lui avait dit, papa, mais finalement, peut-être que tu peux dire à Hachem que il peut te guérir directement. Pourquoi tu vas encore subir des traitements et des choses qui sont évidemment difficiles à supporter? Alors, peut-être même que finalement, au-delà de tout, il nous arrivait de lui demander pourquoi tu pries pas, en fait. Tu pries pour tout le monde, et est-ce que tu pries pour toi? Et en fait, à cette question, il répondait pratiquement pas. Et quand on lui avait dit, mais peut-être que tu peux dire à Hachem qu'il va te guérir directement, tu n'auras peut-être pas besoin de traitement. Alors, il nous avait fait comprendre que ça ne marchait pas comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez, il se voyait vraiment comme un homme, comme tout le monde, en fait. Et il ne pensait pas qu'il méritait d'aller recevoir une guérison de la part de la un passe-droit ou quelque chose comme ça. Exactement. Et en fait, si vous voulez, et ça nous a marqué, parce que finalement, on aurait pu dire quand même en tant qu'enfant, en tant qu'élève, que finalement ce qu'il vivait c'était difficile et qu'à un moment il allait s'adresser directement à Hachem, à travers ce qu'il était, et peut-être que la réfoua, cette guérison allait arriver toute seule. Pour lui c'était pas ça. Et il avait demandé à Sorav, pour revenir à ce que je vous disais, il est allé demander à Sorav si finalement il fallait tenter ce dernier traitement ou pas. Et en fait il est allé jusqu'au bout. Et ça, c'est vrai que c'est à travers, en tout cas, cette épreuve, cette maladie, c'est quelque chose qui m'a marqué, pas qu'à moi, mes frères et sœurs aussi. Mais on peut aussi parler d'un autre événement qui était aussi pas facile pour lui, qui n'était pas lié à sa maladie, puisque vous savez qu'il avait été élu 3 fois grand-man de France. Et donc, et lorsqu'il y a eu donc ces élections la 4e fois, il était déjà évidemment assez fatigué, en tout cas assez amoindri. Alors finalement, ces élections se sont passées comme elles se sont passées. Et au moment des résultats, donc moi j'avais eu les résultats juste avant et j'avais voulu lui le prévenir avant que les résultats soient annoncés officiellement. Les résultats du premier tour. Voilà, des résultats du premier tour, pardon, effectivement. Et donc je lui ai dit, papa, les résultats ils sont pas bons. Tu n'as pas été réélu comme ça rapidement. Alors il a été surpris. Alors, il a été surpris, non pas qu'il ne s'attendait pas, parce qu'il savait finalement très bien que les élections, on peut gagner comme on peut perdre. Mais en fait, pour lui, il le faisait parce que c'était sa mission. Il savait que finalement, s'il était là, et s'il avait été élu jusqu'à aujourd'hui, et si Hachem lui avait permis de rester en vie, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était ce qui s'est passé le 5 décembre 2001, c'est qu'il avait une mission. Et en fait, à ce moment-là, il était surpris donc de savoir que les choses ne se passaient peut-être pas. Mais ce qui était le plus surprenant, c'est par la suite, certaines personnes m'avaient appelé en me disant explique à ton père que il est peut-être pas obligé de faire un 2e tour, et puis finalement, ok, il a perdu au premier tour, il se retire, et puis c'est peut-être moins gênant, on dirait aujourd'hui. Et là, il m'avait répondu encore une fois, instantanément, il m'a dit, mais moi, je fais tout ce qui est en mon pouvoir par rapport à ce qu'Hachem attend de moi. Aujourd'hui, j'ai des élections, il y a un 2e tour, on va faire ce qu'Hachem décide. Mais on va jusqu'au bout. C'est-à-dire pour lui, il n'y avait pas de calcul ou de se dire finalement, mais peut-être que oui, mais non, je vais limiter, on va dire, cette pseudo-honte. Pour lui, ça n'existait pas en fait. Pour lui, sa vie, c'était vouée à Hachem. Faire ce qu'Hachem attendait de lui. Et il m'avait dit cette phrase, il m'avait dit, je ne voudrais pas un jour qu'on me reproche de ne pas être allé au bout de ce que je pouvais faire. Donc c'est toujours la notion d'aller au bout à chaque fois. En fait, sa vie, c'était ça. C'était on fait les choses jusqu'au bout. Et c'est vrai que ce qui me fait un petit peu sourire, c'était d'imaginer certains. D'abord, quand je suis arrivé à Paris, donc les premiers temps, je me rappelle que c'était, encore une fois, il était en poste, donc il avait beaucoup d'activités. Et même au-delà, en fait, de son poste de grand-man de France, il avait beaucoup d'activités. Il m'arrivait comme ça parfois que le soir, on aille dans des endroits un peu loin. Et finalement, j'avais parfois presque envie de lui dire, papa, on n'est pas obligé d'aller. Finalement, on a une journée bien chargée, c'est loin, on va rentrer tard. Et pour lui, ça n'existait pas, ça. C'est-à-dire que je me rappelle jamais
d'une fois, il m'a refusé une activité. Pour lui, dès qu'on le sollicitait, peu importe où, de quelle manière il fallait aller, que ce soit à Paris, en région parisienne, en province, s'il fallait au bout du monde, il n'y a pas pour lui. Il faisait ce qu'il avait à faire jusqu'au bout de ses forces. Justement, en parlant des élections, il s'est passé un événement spécial. Ouais, ce soir-là. alors finalement, en fait, après ces élections, où finalement c'est quand même un moment difficile, en rentrant à la maison ce soir-là, on avait parmi des proches, un des élèves proches de mon père, un monsieur qui avait son épouse qui était très malade. Et un de mes frères a eu cette idée. Et il a dit, papa, vu qu'il a quand même subi aujourd'hui une honte, puisque c'était évidemment quelque chose de difficile, de douloureux pour lui, peut-être que nos maîtres disent que finalement, si quelqu'un subit une honte, il a cette capacité de bénir. Alors, au-delà de la capacité qu'il avait bien sûr parce qu'il était, il a dit peut-être qu'on pourrait aller voir cette dame et lui faire une bracha. Et il n'avait pas hésité. Alors que c'était encore une fois une journée très difficile, très fatigante. On est parti, on a pris la voiture et on est allé bénir cette femme. Parce que pour lui, voilà, il y avait pas on réfléchissait pas, on calculait pas en fait. Est-ce que c'est vrai que sur le chemin du retour, il a reçu un coup de fil du Rav Ovadia Yosef ce soir-là? Exactement. Et le Rav Ovadia Yosef, il avait dit, là aussi, je me rappelle avoir été en voiture avec lui à ce moment-là, et il avait dit, parce que le Rav Ovadia Yosef lui-même avait connu ce moment dans sa vie où il a évidemment pas été, enfin en tout cas il avait fait un mandat de rabbin d'Israël, et il avait dit que pour lui ça a été très difficile. Le Rav, je crois même, avait dit qu'il avait une période vraiment délicate émotionnellement, et il avait dit mais qu'après il avait été encore plus grand. Alors je dois avouer que mon père, je crois que sa force de caractère a fait que je me rappelle pas d'une période difficile. Ou en tout cas moi je me rappelle pas particulièrement. C'est sûr que ça a été difficile à vivre, mais on l'a pratiquement pas senti. Parce qu'il avait cette capacité à rebondir tout le temps. Tu devais connaître évidemment ton père par cœur, ses faits et gestes, ses réactions, etc. Est-ce que tu te souviens d'une fois où ton père t'a vraiment surpris par une réaction, par un conseil que tu t'attendais pas du tout? Il m'est arrivé un jour comme ça de le solliciter sur un problème précis que j'avais, et en lui disant, papa, quel conseil tu peux me donner dans tel ou tel domaine de la vie de tous les jours, ou finalement des petits soucis qu'on peut tous avoir dans notre vie. Alors il m'avait répondu très simplement, il m'a dit la seule solution c'est de prier et encore prier. Et encore prier plus fort. C'est-à-dire qu'il m'avait dit quelque chose de simple, effectivement. Moi je m'attendais à ce qu'il me dise, bah voilà, tu vas faire ça, et peut-être que ça, ou peut-être même qu'il allait me faire une bracha ce jour-là spécifique, parce que j'avais une demande particulière. Non, il m'avait fait comprendre que la solution elle venait de moi, ou plutôt d'Hachem, mais à travers ma tefila à moi. C'était à moi, finalement, d'aller chercher, on va dire, chercher les ressources suffisantes pour prier encore plus fort, pour obtenir ce que l'on souhaitait de la part d'Hachem, finalement. Très bien. Alors, on va évidemment revenir sur sa vie juste après, mais j'aimerais qu'on continue à parler du lien spécifique que tu avais avec ton père. On imagine que, comme chacun de ses enfants, tu avais un lien fort avec lui. Mais je me souviens d'un moment particulier, c'était pendant les 11 mois, donc après le décès de ton papa. C'était à Jérusalem. Chaque fils avait pris la parole, les gendres aussi. Et on avait vu que tu avais toi aussi pris la parole, mais un peu difficilement. Tu avais beaucoup de mal. Et tu avais dit une phrase qui était très très forte. Tu disais, pour moi, c'est trop tôt d'en parler. Je ne ressens pas encore avoir reçu cette fameuse nechama, cette consolation de la perte de mon père. Ouais, alors, pour essayer de rester dans l'ordre de la question, c'est sûr que comme chaque enfant, je crois pas que mon père avait des différences, en tout cas une affection particulière chez certains enfants. En tout cas, on le ressentait pas comme ça en tant qu'enfant. Et c'est vrai que finalement, pourquoi c'est moi qui ai joué ce rôle, il y avait pas de raison particulière. Ça aurait pu être finalement un autre de mes frères. Je crois, comme je l'ai dit un petit peu en introduction, que finalement, bon, peut-être que les gestes, je les ai eus naturellement en moi pour essayer d'être le plus efficace possible. Et peut-être qu'aussi, il avait ressenti dans mon caractère, en fait, cette discrétion, en fait, qui allait faire que, encore une fois, il faut comprendre qu'on ne parle pas ici juste de rôle d'un fils. Parce que j'étais en même temps un fils, certes, mais j'étais quelqu'un qui l'accompagnait partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un endroit depuis le jour où je suis arrivé pour être auprès de lui jusqu'à la fin de sa vie où je ne suis pas rentré avec lui. On en reparlera par la suite, mais j'étais en permanence avec lui. Et je crois que si finalement il avait vu certaines fois que je manquais de discrétion, ou peut-être que
ou peut-être même des fois d'une certaine finesse, il aurait peut-être pas, ça serait peut-être pas passé comme ça. Mais c'est vrai que cette relation, finalement, elle s'est créée à ce moment-là. Avant, c'est clair oui, mais il m'arrivait de voir certaines photos en me disant, mais c'est marrant, j'étais avec mon père ce jour-là, j'étais le seul à être avec lui et pas mes autres frères et sœurs. Donc il y avait comme ça, en retraçant un peu des choses qui ont fait que j'ai eu peut-être des moments, on va dire, particuliers avec lui, des moments intimes ou des moments spéciaux avec lui. Mais ce qui a fait que finalement, j'ai créé cette relation, c'est tout simplement avoir été là et avoir, comme je disais tout à l'heure, avoir eu sa confiance. Mais vous pouvez comprendre que pour moi, son départ, c'était terrible, comme mes frères et sœurs. Et vous savez, il y a quelque chose qui m'a particulièrement marqué. C'est que j'ai une de mes sœurs qui m'a écrit une lettre. Alors, je sais plus, je ne peux pas retracer si c'était quelques semaines après ou un peu plus. Et elle m'avait écrit la chose suivante. Elle m'avait un petit mot, là aussi, parce que finalement, mes frères et sœurs, ils ont toujours cette gentillesse et délicatesse de remercier à chaque fois d'avoir fait ce que j'ai pu faire pour notre père, parce que c'était notre père à tous. Et elle m'avait dit, je pensais que par rapport à la relation qu'il avait avec toi, il partirait jamais. Et cette phrase, elle m'a marqué. C'est beau. Alors c'est beau, ça m'a beaucoup ému. Et c'est vrai que je ressentais ça, en fait. C'est-à-dire que je ressentais quelque chose de tellement fort que je sentais pas qu'il pouvait m'abandonner, en fait. Alors que, donc forcément, à la fin des 11 mois, qui normalement est une période où le deuil est déjà presque terminé, on aurait dû ressentir ça. Alors, c'est pas venu tout de suite, en fait. C'est pour ça que c'était Plus difficile que plus les autres. difficile pour moi que les autres, sûrement. Bah, après, moi, je l'ai exprimé de cette manière, mais parce que c'est vrai que je ressentais ce lien si fort. Après, c'est peut-être absurde de dire ça, mais voilà, qu'il ne pouvait pas me faire ça. Voilà. Merci. Merci de partager ça avec nous. J'aimerais qu'on revienne, on va rester encore sur la fin de sa vie, sur la Levaya, donc l'enterrement qu'il y a eu en France, l'hommage qu'il y a eu à la grande synagogue de la Victoire en Israël. Dans le documentaire qu'on a fait, donc Torah Box sur ton papa, pour ceux qui n'ont pas encore vu, voilà, on a fait un documentaire qui retrace la vie de ton père depuis la naissance à Tunis jusqu'à la fin, avec des témoignages très très poignants. Ouais, un documentaire magnifique, d'ailleurs, vraiment. Et dedans, on entend deux choses fortes. Vers la fin, on a le grand Romain Corsia qui dit que d'habitude, on a une famille en deuil et des gens autour qui les accompagnent. Et là, c'était différent pour le Rav Citruc parce qu'on avait une famille en deuil et les gens autour qui étaient en deuil. Donc, il n'y avait plus personne qui était là pour consoler la famille. D'un autre côté, il y a ton frère Yaakov qui dit au moment où ton père est parti, vous étiez tous autour de lui. Et il a dit, on a pensé à tous ces gens qui, quand ils allaient savoir que ton père était parti, allaient se sentir aussi orphelins que nous. La question, elle est, comment toi et tes frères et sœurs, vous avez ressenti cela? Est-ce qu'on peut partager le deuil de son père avec tout le monde? Alors, c'est vrai que ça paraît compliqué. Peut-être que ça a été vécu, on va dire, peut-être différemment chez les frères et sœurs. Peut-être que finalement, des sœurs, ça ressent les choses un petit peu différemment, avec un peu plus d'intimité. Et ça a peut-être gêné finalement. Je comprends que c'est gêné. Peut-être que la famille, ou en tout cas certains membres de la famille, auraient voulu vivre ça, j'ai envie de dire, plus intimement. Peut-être même que les oncles, les tantes, enfin les frères et sœurs de mon père ont ressenti ça, mais nous, on l'a pas ressenti parce que finalement, on a toujours été habitués à ça. Et effectivement, C'est au partager son père. Complètement. Et comme je l'ai dit, j'ai ressenti ça depuis que j'étais enfant, mais finalement, comme je disais tout à l'heure, en quittant Marseille, je savais que ça allait faire que simplifier, et c'était le cas. Mais finalement, moi, je l'ai ressenti en tout cas personnellement, même si j'avais peut-être cette relation particulière et j'étais attaché à essayer de faire de mon mieux et m'occuper moi de mon père au maximum, sans parfois laisser les gens pour être sûr que les choses soient bien faites. Mais je crois surtout que finalement, c'était vécu comme une chance. On a vécu la chance d'avoir finalement de ne pas pleurer notre père tout seul et de ressentir. Alors pas évidemment que quand on vient consoler un endeuillé, bah forcément, on essaie de faire au mieux pour montrer qu'on partage cette peine. Mais là, c'était pas quelque chose qu'il fallait, on va dire, se forcer à faire. C'était naturellement.
les gens ils ressentaient vraiment cette peine. Je sais par exemple, pour prendre un exemple qui me vient maintenant, d'un élève proche de lui, qui est un monsieur qui est décédé même il y a 4 ans. Et ce monsieur, je sais que il a été malade, c'est vrai, les derniers temps de sa vie. Mais je sais aussi que on va dire cette absence lui a fait beaucoup de mal. Et parce qu'il a continué à être présent avec nous, il venait prier tous les matins à l'office. Et des fois, il arrivait, comme ça, je me rappelle, je le revois se poser, s'arrêter devant la photo de mon père et dire en fait, j'ai pas envie de prier. Alors je lui disais, mais c'est pas pour lui que tu pries, c'est pour le bon Dieu. Il me dit, ouais, mais j'ai trop de mal. Et alors, c'est un exemple. Et cette personne, elle a, je pense sincèrement, et je suis pas le seul à l'avoir dit, cette peine a été tellement dure qu'il n'avait plus envie de vivre, quelque part. Donc, c'est-à-dire que et ça, je suis sûr qu'il n'y en a pas qu'un seul, des gens qui ont ressenti cette peine et cette souffrance. Mais nous, ça nous a aidés. Parce que je disais effectivement que mon frère Yaakov, encore une fois, pendant les 7 jours, il me disait il faut profiter de chaque moment. C'était des journées intenses, parfois très fatigantes, mais on voulait profiter de chaque moment, de chaque témoignage, chaque ressenti des gens. Et c'était quelque chose, finalement, une chance pour nous. Donc ton père, en tant que grand rabbin de France, était très proche des personnalités, notamment des présidents. Déjà une question que tout le monde se pose, ça se passe comment quand on reçoit les présidents à la maison pour venir manger? Alors, il faut savoir que... Si je me trompe pas, la rabbinite, ta maman m'a dit que même c'était quoi le gâteau préféré du président Chirac? Alors, effectivement, ça peut faire sourire. Il y a des gâteaux qui sont la spécialité, de la famille, qu'on appelle un peu des gâteaux comme des doigts, chez nous on les appelle, qui ont une forme de doigt. Des mini boulots. Voilà, des cakes, je sais pas. Enfin, chaque famille, elle appelle ce gâteau avec son appellation. Et en fait, ces gâteaux, je sais plus comment. Alors, c'est vrai que la scène, elle peut faire sourire parce que il nous est arrivé d'aller à l'Élysée. Évidemment, j'avais la chance d'accompagner mon père à chaque fois et de croiser certaines délégations, certains présidents de certains pays qui arrivaient, je ne sais pas avec quoi, mais pas des boîtes de gâteaux, c'est certain en tout cas. Et nous, il nous est arrivé plusieurs fois, non seulement de recevoir le président à la maison et de lui offrir ses gâteaux, mais de lui en amener à l'Élysée. Et ça, je pense qu'amener des gâteaux dans une boîte en plastique à l'Élysée, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'on l'a fait. Mais c'est vrai que la relation avec le président Chirac était particulière. Alors, il y a des histoires connues comme pendant la période où il était encore en forme. Je parle de mon père, bien sûr, où il n'avait pas besoin d'aide. Donc, à l'époque, il se déplaçait tout seul. Ou après, cette histoire que tout le monde avait connue, puisque le président Chirac avait été en Israël. Il avait été un peu bousculé. Il s'était un petit peu fâché. Et en rentrant à Paris, mon père avait bien sûr su cette histoire. Et ça ne lui avait pas fait plaisir. Il n'était pas content d'avoir entendu le président Chirac se fâcher contre le service de sécurité israélien, mais d'une certaine manière critiquer Israël. Et ça ne lui avait pas plu. Alors il avait dit comme ça ce jour-là, il avait dit j'avais fait une émission de radio, le vendredi matin comme tous les vendredis, à la Radio J, à Radio J. Et il avait alors dit qu'à l'occasion, quand l'occasion se présenterait, il rencontrerait le président Chirac pour lui rappeler finalement le partage d'Israël tel qu'il existe. Et il nous avait raconté alors qu'il a su ce jour-là que Radio J était écouté même par la présidence de l'État, exactement le président, puisqu'il avait été, j'ai envie de dire convoqué, si on peut parler comme ça, et il s'était rendu voir le président. Et il avait fait une vraie leçon d'histoire. Alors non pas que le président ne connaissait pas, mais c'est-à-dire qu'il avait rappelé finalement comment, on va dire, se passait le partage de la vieille ville de Jérusalem et de tous ces endroits-là, en lui rappelant toute l'histoire et en lui rappelant, entre autres, l'idée qu'avant que ce soit Israël qui occupe cet endroit, il y avait à la fois les chrétiens et les musulmans, avec les difficultés que ça avait coûté au peuple juif. Alors que depuis que les juifs vivaient à cet endroit, il avait dit que finalement le seul peuple qui a accepté tout le monde, c'était le peuple juif. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, avec le président Chirac, il y avait une relation très franche. Alors il y arrivait parfois de dire des choses qui n'étaient peut-être pas très sympathiques à entendre, mais il le faisait avec beaucoup de respect, beaucoup de gentillesse, parce qu'il aimait beaucoup le personnage, vraiment. Mon père aimait beaucoup le personnage de Jacques Chirac. Et en même temps, quand il fallait créer des moments intimes, il le recevait avec plaisir. C'est vrai que le président était venu à la Brit Mila d'un des petits-fils de notre père. Et il était venu spontanément. Mon père s'y attendait pas, il ne savait même pas.
Mais une des anecdotes les plus fortes avec le président Chirac, et j'ai eu la chance de la vivre, c'est qu'il y avait le voyage du président Katsav, président de l'État d'Israël, qui était prévu. Et le président Katsav, en tant que juif religieux, il avait demandé, bien sûr, comme le veut le protocole, le président avait invité, c'était une visite d'État, et donc il y avait un dîner d'État. Et il avait fait la demande, donc le président israélien, pour qu'il y ait un repas cachère. Alors, ce jour-là, le chef du protocole de l'Élysée appelle mon père en disant, voilà, écoutez, le président a fait savoir qu'il aimerait un repas cachère et que ce repas soit validé par le Grand Rabbin de France. Alors, c'est là que mon père a été déjà très heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Et il a dit, écoutez, effectivement, voilà, et il a commencé à expliquer qu'un repas cachère, c'était un repas strictement cachère. Alors que le chef de protocole pensait qu'on pouvait faire un repas... Moitié-moitié. Ouais, qui n'était pas tout à fait un repas cachère. Mais mon père est même passé directement par le président Chirac pour lui expliquer qu'un repas cachère, c'était strictement cachère. Et c'est vrai que ce jour-là, pour la première fois, à l'Élysée, un repas cachère a été servi à tous les convives. Donc, pas Juifs comme non-juifs. Exactement. Alors, mon père avait déjà été invité à l'époque de Mitterrand, quand la reine d'Angleterre était venue. Il avait eu le droit, lui, à un repas cachère que pour lui. Mais c'était pas un repas pour tout le monde. Là, le dîner était strictement cachère. Incroyable. Il y avait eu des images incroyables dans les journaux, la cuisine de l'Élysée cachérisée, enfin bref, tous ces détails-là. Mais durant cette soirée, donc j'ai eu la chance d'accompagner mon père. Et là, évidemment, de par son état, il avait évité les queues des personnalités qui saluaient comme le veut le protocole. Et lorsqu'on s'était approché du président, déjà, il avait été vraiment très chaleureux. Comme si, en fait, c'était mignon parce que le président Chirac présentait au président Katsav son ami le Grand Rabbin de France. Et c'était vraiment quelque chose de très... Bon, et on était assis comme ça pendant le repas, et vers la fin du repas, on entend comme ça une voix forte qui dit Monsieur le Grand Rabbin. Et on se retourne, donc le président Chirac était assis à notre gauche, et il dit Je disais au président Katsav combien je veux trouver en pleine forme, et ça me fait plaisir de vous voir comme ça. Bon, vraiment, alors qu'on était quand même en plein repas dîner d'État. Bon, le repas se termine quelques instants après. On vient nous prévenir qu'on a le droit, nous, à rejoindre quelques invités dans un salon privé pour boire le thé avec les présidents. Ok, on s'apprête à se lever. Et là, je vois finalement comme quelqu'un qui vient nous aider à se lever. Je me retourne, c'était Chirac qui était venu donner la main à mon père pour se lever de sa chaise et aller vers ce bureau. Et, ce salon, pardon. Et bon, on est resté quelques instants, quelques minutes là-bas. Et au bout d'un moment, mon père il était quand même fatigué. Il m'a dit bon, on va rentrer, mais évidemment, on part pas sans saluer le président Chirac. Donc, on est allé vers le président Chirac en lui disant voilà, monsieur le président, désolé, je vais prendre congé. Et là, donc, je vous répète, on est dans un salon privé avec le président de l'État d'Israël, des invités, pas beaucoup d'invités, vraiment quelque chose d'intime. Et le président Chirac, spontanément, se tourne vers le président Katsav et lui dit si ça vous dérange pas, je raccompagne le Grand Rabbin jusqu'à sa voiture. Donc là, c'est ce qu'on a fait. Donc, encore une fois, et chaque pas, c'était un peu plus long qu'habituellement. On est arrivé, et le petit détail qui me revient, c'est qu'il y avait un long tapis rouge dans la cour de l'Élysée qui faisait pratiquement la moitié de la cour. Et le président avait demandé, et ça, il fallait que ce soit lui, j'ai su après qu'il fallait que ce soit lui qui l'accepte, il avait demandé à ce que la voiture de mon père vienne sur le tapis. Chose qui normalement ne se faisait pas, puisque la voiture devait se garer au bout du tapis. Et pour éviter que mon père ait une marche trop longue à faire alors que la soirée était déjà un peu avancée, grâce à ça, on va dire que... Mais avec l'accord du président, mon père a pu monter, enfin en tout cas, voilà, éviter toute cette marche pour aller directement à sa voiture. Et ça, c'est, on va dire, des actes ou des gestes qui prouvaient en fait la sensibilité qu'avait Chirac vis-à-vis de mon père. Mais par rapport à Chirac, il faut aussi savoir que je disais tout à l'heure que à propos de l'État d'Israël, il s'était passé certaines choses, mais il y avait eu aussi un événement tragique que toute la communauté a connu, c'est l'histoire de Ilan Halimi. Et bien sûr, Ilan Halimi, qui avait évidemment été une histoire qui a retourné toute la communauté, et d'ailleurs même la population française. Mon père avait pris la décision, avec les gens du consistoire, d'organiser une soirée à la Victoire. Et cette soirée s'était organisée, nous l'avions organisée avec mon père. Et le président Chirac avait été invité, avait accepté de venir avec tout le gouvernement. Donc ce soir-là, synagogue de la Victoire, pleine à craquer. Le président de l'État est là, les gouvernements et pratiquement tous les ministres sont présents.
Bon, alors pour la petite histoire, comme mon père était tunisien, on ne pouvait pas arriver à l'heure. Donc on est arrivé un petit peu en retard. On est arrivé après le président, ce qui ne se faisait pas, je me rappelle. Bon, je vous passe les détails. Mais finalement, lors de cette cérémonie, mon père il fait un discours. Et ce discours, il m'a marqué parce que finalement, il a parlé d'un sujet qu'il fallait quand même oser aborder devant le président de la République. C'est un sujet de la Torah. D'ailleurs, c'est une paracha qu'on a lu il y a seulement quelques jours. Et c'est le sujet de ce qui s'appelle en hébreu la Egla Rufa. Egla Rufa, c'est quoi? C'est finalement lorsque nos maîtres expliquent, la Torah raconte que lorsqu'il y a un cadavre qui est retrouvé entre deux villes et qu'on ne sait pas finalement qui a été l'auteur de ce meurtre, alors nos maîtres, la Torah dit que les maîtres, les sages de la ville devaient venir après avoir calculé de là où se trouve le cadavre, enfin la ville la plus proche. Les sages de la ville venaient et devaient dire, la Torah dit, devaient dire, nos mains n'ont pas versé ce sang. Alors évidemment, nos maîtres disent, mais finalement, est-ce qu'on On peut imaginer est-ce qu'on peut imaginer qu'on est en train ici de... que les sages l'ont tué, quoi. Voilà, c'est sûr que c'est pas possible d'imaginer une chose pareille. Alors nos maîtres expliquent que finalement, les sages doivent venir dire qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire par rapport à ces personnes, à savoir la raccompagner, lui donner de quoi manger. En fait, mon père avait utilisé cette idée-là pour dire directement, enfin en tout cas insinuer au président de la République, est-ce que vous, président de l'État, gouvernement français, vous avez fait ce qu'il fallait pour protéger les Juifs de France? Et finalement, le message était très clair, mais en même temps avec beaucoup de finesse. Mais il savait dire les choses. Il osait, quand il fallait dire, il savait le faire. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Il y avait pas de gemme, encore une fois. C'est-à-dire qu'il n'oubliait pas son rôle. Il savait que finalement, en tant que grand rabbin de France, son rôle, c'était de protéger et on va dire, au quotidien, sa mission, c'était de s'occuper des Juifs de France. Et c'était pas de chercher une amitié, une relation intime avec le président de la République. Est-ce qu'un rapport comme ça rapproché avec le président de la République, ça aide? Quand je dis ça aide, ça veut dire ça aide pour obtenir des choses pour la communauté. Est-ce qu'il a utilisé cette proximité avec le président pour arriver à... Non, tout à fait. Mais je crois que mon père, il a eu cette capacité à appliquer ce que la Mishnah dans le Pirkei Avot va dire. La Mishnah va mettre en garde là-bas de ne pas être trop proche du gouvernement, en fait. Là-bas, c'est écrit Altit Vada la Rachout. C'est-à-dire que nos maîtres disent qu'il y a à la fois une importance à garder cette proximité pour effectivement les Juifs, mais tout en sachant garder nos distances. Alors, on pourrait appeler ça, on va dire, de manière pas très sympathique, ne pas finalement devenir des Juifs de cour, comme ça a été le cas. Et je crois que notre père, vraiment, il symbolisait cette dimension. Parce qu'il savait les solliciter dès qu'il y avait besoin. Et souvent, effectivement, souvent, il allait rencontrer... Ça a pu être le président Mitterrand à l'époque, le président Chirac. Moi, je l'ai souvent vécu avec lui, mais pas qu'avec moi. Et même par la suite, le président Sarkozy. Mais il savait que finalement, il n'était pas là pour avoir des relations amicales ou profiter d'une quelconque proximité. C'est vrai que c'est sympa d'être copain du président de la République. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'il voyait les choses. Lui, il voyait les choses vraiment en tant que, j'ai envie de dire, premier juif de France qui va tout faire pour sa communauté. Je tiens ici à faire une parenthèse. C'est que jusqu'à aujourd'hui, si vous regardez le bulletin officiel de l'éducation nationale, la fête de Shavuot y est inscrite. Et c'est une des choses pour lesquelles mon père s'est battu. Grâce au président Chirac, et grâce à l'époque au gouvernement et aux gens qui travaillaient avec mon père, dont d'ailleurs le grand rabbin de France actuel. Il avait dit un jour dans un cours d'ailleurs que j'avais écouté, il avait dit qu'à chaque fois qu'il rentrait voir un président, ou un ministre ou autre, il priait en fait. Parce qu'il savait que finalement ça dépendait pas de lui, ça dépendait d'Hachem. Mais il savait que c'était ça sa mission. Alors évidemment, il savait faire les choses, il savait les rendre agréables, il savait créer cette proximité. Mais ce n'était pas à titre personnel. C'était vraiment pour les Juifs de France. Alors tu parlais de son franc-parler avec le président Chirac quand il y avait eu l'incident diplomatique en Israël. Ouais. Je crois qu'il y a un autre épisode que personne ne connaît qui s'est passé avec un autre président et qui parle du franc-parler de ton père. Est-ce que tu peux nous le raconter? Alors c'est vrai, tout à fait. L'histoire précisément, c'est qu'il y avait un président à l'époque qui était en campagne, et ce président, il le connaissait bien, et il estimait qu'il y avait des choses à lui dire, et que de par ce qu'il était, de par sa sagesse, il avait des conseils à lui donner. Alors il n'a pas hésité, et là j'ai eu cette chance de l'accompagner à aller voir ce candidat à l'élection présidentielle, et j'étais même un peu gêné, puisque quand on est arrivé dans son bureau, mon père m'avait fait comprendre qu'il avait des choses à lui dire, et par
par délicatesse, il voulait pas le gêner, donc il voulait pas qu'il y ait des gens Sois autres que présent. lui. Il voulait être on va dire en tête-à-tête pour parler. Et au moment où donc, mon père s'assoit, moi je m'apprête à quitter le salon, le bureau, et le président en question m'a dit mais reste, on est en famille. Moi je savais pas quoi faire. J'ai regardé comme ça mon père et bon, on arrivait à se comprendre en un clin d'œil. Et j'ai compris que c'était pas, ça le dérangeait pas. Et là finalement il avait dit clairement ce qu'il pensait et des conseils évidemment encore une fois sages, même pour un président. Et je peux me permettre de rajouter que s'il était encore vivant, je pense qu'il serait allé voir certains présidents en fonction depuis un moment pour leur donner des conseils qui les auraient peut-être aidés. Des conseils par rapport à son expérience avec les autres présidents, parce que c'est vrai que le statut de président de l'époque, on parle de Mitterrand, Chirac, on parle de grand président au niveau du statut. Aujourd'hui, quand on parle ces derniers temps d'un président, c'est plus un statut rabaissé. Et c'est peut-être cette expérience qu'il aurait voulu leur faire profiter ou... Oui, ça, si vous voulez, c'est surtout en fait ce côté humain que mon père avait très développé. Et peut-être que parfois, certains présidents, comme on l'entend ici ou là, le risque du pouvoir, c'est d'avoir une certaine distance avec le peuple. Et étant vraiment un homme de peuple, mon père, il aurait peut-être conseillé certains présidents en leur rappelant que leur rôle, c'était d'avoir ces proximités et de rester accessible, encore une fois, en respectant les règles, mais quelque part ressentir, faire en sorte que la population, elle se sente proche de leur président. Et c'est peut-être ça qu'il aurait su faire et su dire, sûrement. Ok, très bien. Ton père est passé plein de fois à la télé en tant que grand homme de France. Pourtant, il y a un passage télé qui a beaucoup marqué, qui est ressorti il n'y a pas très longtemps. C'était sur le plateau de Thierry Ardisson, tout le monde en parle. On allume la télé le samedi soir et on voit ton père sur le plateau. On se dit comment le grand Mince Truc a atterri sur ce plateau. C'était quoi ses motivations? Surtout dans un plateau de télévision avec un animateur assez provocateur de manière générale. Est-ce que tu me raconter les coulisses de cette émission-là? Comment ça s'est passé? Alors, c'est sûr que déjà, les coulisses, je vais les prendre à l'envers. Je me rappelle que le lendemain de cette émission de télé, mon père avait une réunion qui était l'Assemblée Générale du Consistoire, qui réunissait tous les présidents des communautés. Enfin, c'était une journée importante dans l'année, qui était des fois pas toujours très agréable, parce que tous les sujets étaient évoqués. Bon, et on peut imaginer qu'il y avait certains sujets. Donc, je l'avais accompagné ce jour-là, et à peine arrivé dans la salle, je crois que à peine il est rentré, toute cette assemblée qui devait comporter une centaine de personnes l'avait applaudi et avait en fait exprimé cette fierté d'avoir eu un grand homme de France qui avait été capable, on va dire, de représenter la communauté d'une manière incroyable. Et je me rappelle que ça, c'était quelque chose de particulier. Parce que finalement, c'est ce qu'on a ressenti. Je crois que tous les Juifs de France, et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, ils écoutent cette émission, ils la revoient, ils avaient senti finalement la fierté d'avoir un rave, et pas qu'un grand homme de France, capable d'aller à une émission de télé, qui était une émission star de l'époque, et de se confronter à des animateurs qui forcément étaient plus ou moins respectueux, en tout cas en partie, et auxquels il fallait sûrement faire face à des questions. Et je suis pas certain que toutes les questions avaient été préparées forcément. Mais c'est vrai que c'était sa force. Il avait cette capacité, ce charisme, cette. Ardisson est connu pour des coupures, pour le montage dans l'émission. Et la première question qui vient, c'est est-ce qu'il s'est passé des choses sur le plateau qui ont été coupées après? Absolument. On n'est pas au courant. Il n'y a rien, aucune coupure. Tout est resté naturel. Alors, moi, je dois avouer qu'après, parce que je n'avais pas forcément su qui était ce journaliste comme sur Ardisson, et les gens avaient dit, et on sentait dans son regard qu'il y avait un vrai respect. En fait, c'est des gens qui sont habitués à recevoir toutes sortes de personnages, de stars, même de personnages politiques. Mais là, on avait senti qu'ils avaient reçu quelqu'un qui les avait profondément marqués. C'est-à-dire qu'il y avait eu tout de suite sur le plateau un respect qui sortait du personnage qui était notre père. Alors, et finalement, je crois que... Pourquoi il est venu là-bas? Parce que les gens peuvent se poser la question, en fait, à quoi servait cette émission? C'était pas juste simplement à promouvoir son livre. Rien ne vaut la vie. Voilà. Mais c'était finalement faire connaître son histoire. Parce qu'il était convaincu que ce livre, qui racontait, que lui-même avait écrit finalement, qui racontait sa propre vie, c'était clairement un message qui allait permettre de sanctifier le nom d'Hachem et finalement de permettre à un maximum de juifs de se retrouver à travers sa vie. Sa vie de juif simple, de souffrance parfois, de tout ce qu'il avait vécu. Et je crois que c'est ça qu'il avait envie. Et quand on est venu lui dire, vous savez, si vous allez à cette émission, ce que vous allez gagner, c'est que votre vie va être connue. Alors pour lui, c'était oui. Alors oui, effectivement, si on peut
faire grandir le nom d'Hachem et permettre à plus de juifs de connaître ce livre, eh ben, on le fait sans réfléchir. Est-ce que tu étais stressé pour lui? Parce que c'est vrai que Moi, c'était pas un cadre ouais, habituel. je pense que C'est pas un cadre habituel où il moi, passait. j'étais, je pense, plus stressé que lui. D'abord, encore une fois, dans mon rôle, parce que moi, c'était de faire en sorte qu'il soit le plus à l'aise possible. Alors, je me rappelle qu'on était il était assis sur le plateau avec un espèce de tabouret haut. Et dans son état, c'était pas facile. Donc, je me rappelle que j'appréhendais beaucoup cette rentrée, cette installation. Et finalement, on peut même réaliser, moi ça m'avait marqué, qu'à travers cette émission, il n'était pas bien assis. Parce que dans son état, je répète, c'était pas facile. Et n'importe qui aurait pu être gêné et ne pas avoir cette aisance et cette capacité à répondre aux questions. Bah, lui, au contraire. Même s'il il avait surmonté on va dire, cet inconfort et il était resté concentré sur ce qu'il avait à faire. Et puis après, voilà, je crois qu'il avait abordé tous les thèmes, on va dire, sans le moindre tabou, sans la moindre gêne. Il avait su cadrer et tacler un peu, comme on dit, le journaliste qui cherchait un peu à l'embêter. Et en fait, il avait montré toute sa grandeur, en fait. Alors, mais il y a une anecdote qui m'a marqué, pour vous dire un peu dans quel état d'esprit mon père il venait à cette émission. Alors, sûrement qu'il était stressé, mais je répète, pas plus que ça. Alors, juste avant de rentrer, on va dire, sur le plateau, il y avait comme ça quelques amis juifs qui étaient présents, dont un qui est venu présenter, je sais plus si c'était son fils ou un ami. Enfin, Juste, on rappelle, ça passait samedi soir, mais c'était une émission qui était Bien enregistrée. Non, elle était bien sûr. on ne connaissait pas le concept d'émission, bien sûr, replay, elle était etc. enregistrée, on avait été en pleine semaine, en après-midi, en fin d'après-midi, bien sûr. Donc je disais, ce monsieur juif est venu lui présenter, je crois peut-être son neveu ou enfin un cousin, bref. Et tout naturellement, il dit voilà, je vous présente un jeune homme. Et il lui dit voilà, sa petite amie. Donc maintenant, vous avez compris qu'on est quelques instants avant, et c'est quand même, il est sous pression, il aurait pu gentiment le saluer et s'arrêter là. Et il s'est retourné vers ce monsieur, il a dit mais quel petit ami? Il dit il n'y a pas de petit ami. Il dit c'est sa fiancée, soit il n'a rien à faire avec cette jeune fille. Alors c'est une notion qui représente effectivement ce qu'il était. Mais pour lui, il n'y avait pas de problème de la dire, alors qu'il n'y avait pas. Alors qu'il était sous pression, entre Ben guillemets. oui. Pour lui, finalement, justement, le message. c'était ça, en fait, notre père. C'était quelqu'un qui était intègre. Il y a eu des moments où Ardisson a essayé un peu de le provoquer. C'était un peu le rôle de son personnage. Ouais, dans cette déstabilisé, émission. peut-être. Ouais, il aimait bien faire ça. Est-ce que ton père s'était préparé à cet exercice? Non, je crois pas, parce que je crois que dans sa vie, il en a fait des émissions de télé. Et des émissions parfois peut-être même plus difficiles. Donc il avait pas besoin de ça, sincèrement. Je pense que c'était sa force. Il était capable de répondre à n'importe quelle question, sans aucune préparation, sans rentrer dans l'agressivité, sans peut-être même montrer une gêne quelconque sur un sujet. Et ça, c'était vraiment sa force. Alors, on a parlé de sa proximité avec les présidents. Il y avait aussi évidemment une proximité avec des artistes juifs. C'est pas ton père qui allait chercher cette proximité, c'était plutôt l'inverse, eux qui venaient vers ton père pour avoir des conseils, etc. Et on a vu ton père, par exemple, à l'occasion de Yom Torah, un des premiers invités des artistes comme Patrick Boel, comme Michel Bougenat, etc. C'était quoi son rapport avec ces artistes, qu'ils soient juifs ou non, et avec les personnalités en général? Alors, c'est vrai que, on va dire, sa proximité avec les artistes, encore une fois, il n'a pas cherché à créer des relations pour pouvoir dire je suis ami avec les stars ou je fais des photos avec les stars. Alors, c'est vrai que les choses sont peut-être même passées un petit peu différemment, on va dire, de sa aura et de sa réussite, où finalement, il a attiré tous ces gens qui ont voulu. Alors, c'est vrai que finalement. Quand c'était des événements comme Yom Torah, ce qu'il avait voulu faire, c'était toucher le maximum de monde. Donc, on lui avait sûrement soumis l'idée de faire venir des stars. Et c'est ce qui s'était passé avec M. Borel ou M. Boujna ou autre, je ne sais plus, pour essayer d'attirer toute la communauté juive. Mais en même temps, c'était surtout pour que ces gens-là, finalement, ils viennent assister à un événement exceptionnel. Et je crois que c'était ça, en fait, la vraie recherche de mon père. C'était d'essayer, finalement, de faire découvrir la Torah et cette beauté-là à tout le monde. Et pour lui, un juif, il avait beau être une star. Alors, il aimait bien dire, même en rigolant, cette fameuse phrase. Quand il croisait un juif, il disait « Bonjour, monsieur le président ». Et il lui répondait « Mais je ne suis pas président ». Il dit « Mais tu le sauras un jour ». Pourquoi il disait ça? Parce que, évidemment, les juifs, on est des Bnei Melachim, tous des fils de roi, mais il le pensait vraiment. Il savait que finalement, un juif, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Tout juif est exceptionnel. Alors oui, quand il y avait une star, il savait lui donner son importance et le respect qu'il fallait avoir, ou en tout cas l'amitié, ou on peut appeler ça ce lien particulier, mais pas pour chercher à dire je suis le pote l'ami des stars. Mais au contraire, je pense qu'il
il voulait eux aussi leur faire découvrir la Torah. Et c'est vrai que M. Brel, on avait même eu l'occasion de le recevoir quelques fois le Shabbat. Alors, il y avait une fois une scène mignonne parce qu'il avait été invité à un repas vendredi soir. Et donc, pendant le repas, on avait chanté, comme d'habitude, les Émirats de Shabbat. Et lui avait dit, mais est-ce que je peux vous accompagner avec le piano? Alors, c'était tellement mignon en même temps. On lui avait expliqué que c'était pas possible. Mais pour vous dire que, effectivement, voilà, mais c'était naturel. Il cherchait pas à créer ces relations particulières. Alors, justement, en parlant des relations qu'il avait avec les artistes, on va rentrer dans une série de vrais ou faux. Voilà, il y a plein d'histoires, de rumeurs qu'on a pu entendre pendant tout le parcours de ton père. Et on aimerait savoir si elles sont vraies ou pas. Enfin, aujourd'hui, est-ce que tu vas nous les confirmer ou est-ce que non, tu vas les... Ouais, et si je ne suis pas d'accord, je fais quoi pour passer? Alors, tu as le droit à un joker. Joker. Non, je rigole, il n'y a pas de joker, il faut que tu répondes à tout. Alors, un artiste aurait voulu offrir un Sefer Torah, mais ton père l'a refusé parce qu'il était marié à une non-juive. Est-ce que c'est vrai cette histoire, sans citer l'artiste? C'est vrai, mais incomplet. Alors, on t'écoute. Parce que je suis obligé de raconter l'histoire. Vas-y. L'histoire, elle est très simple. C'est effectivement une personne qui souhaite offrir un Sefer Torah, d'accord, en l'honneur de ses parents qui étaient toujours vivants. Donc, effectivement, l'idée est très belle d'offrir un Sefer Torah. Un de ses amis, on va dire, qui était quelqu'un qu'on connaissait bien, nous sollicite pour participer à cette soirée. Le même soir, nous étions à Marseille pour un gala. Alors, c'était impossible d'être présent, finalement. Et à ce moment-là, c'est moi-même qui ai eu l'idée de dire à cette personne, tu sais, voilà l'idée qui me vient. Peut-être qu'on ne pourra pas être à la soirée d'intronisation du Sefer Torah, mais peut-être qu'on pourrait faire venir le Sefer Torah, on va rentrer dans la semaine, le jeudi matin. Ça peut être une bonne idée. On a la petite synagogue dans laquelle mon père est pris, qui est collée à la maison. Peut-être qu'on peut faire venir le Sefer Torah avec la personne qui l'a offert. On réalise un petit déjeuner. C'était un minyan très intime. On était généralement une trentaine de personnes maximum. Et on fera comme ça. Et en même temps, la personne aura le sentiment d'avoir fêté quelque chose avec notre père. Et en même temps, on aura rendu hommage au Sefer Torah en lisant dedans pour une des premières fois. Donc moi, je propose ça à mon père qui me dit oui, sans même savoir de qui on parle. Ouais, je répète, il refusait pas en général les événements. Donc en l'occurrence, on avait peut-être lui expliquer qui c'était, mais très naturellement, il le fait. Ok, voilà, la fille Aurélie qui est à telle heure. Parfait. Ce matin-là, je crois que, pour être précis, c'est ma mère qui l'explique, parce qu'elle aussi, encore une fois, mes parents ne connaissaient pas la vie des stars, loin de là. Mais elle avait dit, tu sais, voilà, je crois que la personne qui vient chez toi, elle n'a pas une vie juive comme il faudra avoir. Alors, ok, il retient l'idée. On fait la tefila, on lit dans le Sefer Torah, tout se passe bien. Et en fait, à la fin du Sefer Torah, on est sur la fin de la prière, mon père passe un message. N'oubliez pas qu'ici, il a quoi? Mon père, il retient quoi? À part la personne qui l'a reçu, avec beaucoup de gentillesse, de respect, on a fait ce qu'il fallait. Il a ses élèves qui risqueraient de retenir à que, en fait, le Rav Citruc, le grand rabbin de France, dans la mesure où il y a une star qui vient, on lui dit rien, parce que on va pas La froisser. on va pas la froisser. Alors il fait un message. Et il conclut en disant, et en mettant en garde, ce que la Torah va faire évidemment, d'éviter les mariages mixtes. Et finalement, en expliquant que la Torah qu'on vient de lire, elle contient aussi ses interdits. Donc il le rappelle tout simplement. Devant la personne. Devant la personne. Comment elle a réagi? Alors sur le moment, elle n'a peut-être pas forcément réagi, mais après coup, elle a sûrement mal réagi. Mais je crois qu'ici, ce qu'il ne faut pas faire comme erreur, c'est qu'il ne faut pas chercher ici une polémique, même si c'est une polémique passée. Mais peu importe. Je crois sincèrement que mon père était, encore une fois, intègre. Je crois que j'ai plusieurs fois dit depuis notre échange, j'ai parlé de la sincérité de notre père. Vous savez, c'est très facile de faire des compromis dans la vie pour faire plaisir à tout le monde et plaire à tout le monde. Je crois que, particulièrement après sa maladie, où il avait atteint une autre dimension. On a parlé finalement de ce qu'il était avant, ce qu'il était après. Ça nous a permis en fait d'avoir cette relation en tant qu'enfant. Parce qu'il avait une vie tellement rapide que les enfants ne trouvaient pas toujours le moment d'avoir des moments d'intimité. On les a créés après sa maladie. Je parle bien sûr de moi, mais pas que de moi, mes frères et sœurs, les enfants, les petits-enfants, tout ce qu'on a pu avoir comme moment intime, on les a eus parce que sa vie, elle a un petit peu ralenti. D'accord ? Mais
il a changé aussi de dimension. Il était peut-être quelque part... il avait sûrement tiré des leçons de ce qu'il avait vécu. Et du coup, parfois, il savait qu'il fallait dire les choses d'une manière peut-être un peu plus directe que par le passé. Il n'avait plus de temps à perdre, en gros. Quoi. Exactement. On perd plus de temps. Donc là, forcément, il a face à des élèves qui risqueraient de mal comprendre cet événement. Alors, il se permet de rappeler les règles telles qu'elles sont. Et puis finalement, si ça ne plaît pas, c'est pas grave. Ne cherchez pas à plaire. Et il faut aussi remettre les choses dans le contexte. On vient chez lui, dans sa signature, il n'a rien demandé. On vient apporter un Sefer Torah, très bien. Mais je rappelle quand même ce que c'est qu'un Sefer Torah. Est-ce qu'il y a écrit dedans? Voilà, mais sans polémique, sans savoir... Ok, très bien. Un homme aurait braqué le Rav avec un pistolet à l'époque où il était grand rabbin de Marseille. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ça, je crois savoir que c'est vrai. Alors, le pistolet, je suis peut-être pas sûr. Je sais que c'était des menaces, puisque j'avais su qu'un de mes oncles, il s'était mis dans un état de colère incroyable. Et je sais qu'on avait évité de peu une bagarre, parce qu'effectivement, un monsieur était venu menacer mon père. Je ne crois pas que c'était un pistolet, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était un monsieur un petit peu dérangé, sûrement, dans un gala aussi à Marseille qui aurait pu mal tourner. Mais ils sont chauds à Marseille, quoi. Voilà, à Marseille, ils sont chauds, mais je ne vous cache pas que c'est déjà arrivé à Paris, qu'un matin très tôt, il allait au Sirot. Ça se passait du côté de Belleville, dans les quartiers peut-être pas toujours, on va dire, facile. Il sortait de la voiture, il avait été toujours accompagné par des policiers, et ces policiers avaient dû sortir leurs armes, ce qui, je crois, c'était assez rare, parce qu'ils avaient vu un monsieur s'approcher qui était là, effectivement, qu'il avait sûrement reconnu, qui était peut-être pas très, très sympathique avec les personnes de la communauté juive. Quand il a fait son AVC, et donc il était hospitalisé à l'hôpital Salpêtrière, des médecins juifs appelaient l'hôpital pour avoir le compte rendu de son état, et ils pensaient qu'ils pouvaient le recevoir, parce que normalement c'est privé, quoi. Mais ils pensaient qu'ils pouvaient le recevoir parce qu'ils étaient juifs. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai, c'est plus que vrai. C'est incroyable. On avait dû faire passer le message comme quoi on demandait aux médecins d'arrêter d'appeler l'hôpital. Parce qu'effectivement, au Hachem, il y a beaucoup de juifs médecins. Ils pensaient qu'en tant que médecins, ils avaient le droit. C'est énorme, quand même. Ouais, c'est énorme. Mais encore une fois, ça définit qui était le personnage. Parce que le grand rabbin, c'était notre grand rabbin, en fait. Donc, on veut savoir ce qui se passe. Et on est médecin, donc on a une possibilité d'avoir peut-être des informations. Donc, effectivement, on va se permettre d'essayer d'en avoir. Mais c'était pas méchant, encore une fois. C'est parce que vraiment, les gens, ils souhaitaient savoir ce qui se passait vraiment. Bon, il faut rappeler quand même que les gens étaient inquiets. On revient de très loin. C'est sûr. Pendant le tournage du documentaire donc sur ton père, j'ai entendu énormément d'histoires. On n'a pas pu tout diffuser. Le documentaire dure 1h40, sinon il aurait duré plusieurs heures. Mais j'aimerais quand même qu'on profite de cette émission pour en raconter quelques-unes. J'aimerais qu'on parle de son dernier kippour, c'est-à-dire quelques mois avant son décès. C'était Philippe Haddad, donc son kiné personnel, qui me l'a raconté avec une très grande émotion. C'était un moment très fort, partagé avec tout le monde en même temps, au moment où il doit faire la prière chez Rianou. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Ouais, alors c'est vrai qu'on est donc à Jérusalem, parce que les derniers kippour qu'il a fait, c'est, je crois, quand même les 3 derniers ou les 2 derniers, on les avait fait à Jérusalem, donc au Waldorf, avec mon frère Yaakov qui organisait là-bas les offices. Et c'était un moment évidemment très, très intense. D'abord, il faut savoir que mon père, c'était un amoureux de kippour. Il a toujours dit que finalement, lui, il se considérait comme un juif de kippour. Donc voilà pourquoi il avait cette relation si particulière avec les juifs de kippour, mais en même temps, cette journée. Évidemment, c'est une journée en même temps stressante, mais c'était une journée qu'il aimait beaucoup, durant toute sa vie. On a eu l'occasion, en tant qu'enfant, de l'accompagner, de le suivre quand il était encore grand rabbin de France en fonction, et il avait la possibilité d'aller partout. La journée de Kippour, parfois, c'était un marathon. Et parce qu'il avait besoin de partager cette émotion de Kippour, qu'il aimait tant. Mais effectivement, la fête de Kippour commence par cette bracha de Sheikh Yanou, au tout début de la soirée de Kippour de Kol Nidré. Et c'est vrai que cette année-là, il avait eu beaucoup on va dire, d'émotions au moment où il avait cité cette bracha de Sheikh Yanou. Alors, je ne me rappelle pas de tous les détails précis, mais je crois qu'effectivement, il avait même pleuré. Et un autre événement qui nous avait marqué, je crois, c'est peut-être plus ça encore que notre cher kiné doit s'en rappeler. C'est au moment de Neila. Et je crois que c'est surtout ça, en fait. Quand au moment de Neila, on s'était réunis autour de lui. Et là, en fait, on avait ressenti quelque chose de presque un peu bizarre.
une émotion pas comme les autres. Et effectivement, je crois que c'était son dernier Kippour. Donc là, on a parlé de son dernier Kippour, c'était quelques mois avant son décès. Et j'aimerais, si tu veux bien, qu'on parle des derniers jours qui ont précédé le départ du Rav de ce monde. Tu as dû vivre avec lui des choses très très fortes. Est-ce que tu peux nous raconter? Alors, parmi les choses qu'on a vécues de manière très forte, il y avait d'abord, il est décédé un dimanche, 25 septembre. Évidemment, il est rentré à l'hôpital le mercredi, mais le Shabbat d'avant. On était réunis comme tous les Shabbats avec un petit minyan dans la synagogue. Et on a fait une Seuda Shlichit. Et en fait, il a toujours été très, on va dire, très sensible à ce troisième repas de Shabbat. Pour lui, c'était un repas particulier. Il nous a toujours enseigné l'importance de bien le faire, de finalement faire un vrai repas, de faire motzi. Et cette dernière Seuda Shlichit avec lui, elle nous a marqué. À tous les proches, aux enfants qui étaient autour de lui, parce que vraiment, il l'avait vécu d'une manière encore plus intensément. On ne savait pas que ça serait la dernière, puisque la semaine d'après, il était déjà à l'hôpital et il pouvait pas. On n'a pas pu la faire comme il fallait. Mais donc, déjà, on a senti qu'il se passait des choses à travers des moments qu'on était en train de vivre qui étaient en fait les derniers. Et finalement, le lendemain, le fameux dimanche, donc une semaine avant son départ, son état s'est vraiment dégradé. Et dans l'après-midi, il n'était pas en forme. Et en même temps, on a essayé par tous les moyens de finalement donner un peu de joie. Alors, je me rappelle qu'on lui a proposé d'aller faire un petit tour en voiture, mais en fait, l'idée, c'était pas juste un tour en voiture. C'était encore de gratter quelque chose pour les gens. Et je me rappelle qu'il y avait des amis de Neuilly qui mariaient leur fille pas loin de la maison. Alors, on était allé en voiture et j'ai vite appelé le papa de la mariée. J'ai dit, regarde, je vais tenter un coup, j'espère que ça va marcher. On va faire un petit tour avec mon père, on va passer tout près. Dès que j'arrive, tu fais sortir les mariés. Il est dans un état de fatigue absolue. Je le revois comme ça, on a ouvert la porte, il a tendu sa main, il a dit quelques mots de bracha, et en fait, il a béni les derniers mariés qu'il a vus. Qu'il mérite pour eux. Et Baruch Hashem, on suit ce couple qui a Baruch Hashem maintenant des enfants et tout, Baruch Hashem pour eux. Mais c'est que ça, c'était jusqu'au bout, on avait fait ce qu'on a pu. Le dernier jour, il est parti à l'hôpital mercredi. On avait fait un minyan dans sa chambre. Minyan de Slichot. Chose à laquelle il était extrêmement, on va dire, attaché. Pour lui, les Slichot, c'était... pour nous qui sont partis en mois de Elul, le 22 Elul, pour nous, c'était une manière de dire, voilà, je pars dans les moments que j'aime le plus de l'année, en fait. Et ces Slichot, on les a fait non seulement le dernier jour au-dessus de sa chambre d'hôpital, mais les dernières à laquelle il a assisté, on les a fait dans sa propre chambre, avant qu'il parte à l'hôpital. Et un événement assez incroyable, c'est que 9 jours précisément avant son départ, il y a un de ses élèves très proches qui est venu le voir, qui avait son père qui était âgé aussi, fatigué, et qui s'apprêtait à quitter ce monde. On savait que c'était les derniers instants. Et là, avec encore une fois le peu de force qu'il avait, il a dit une chose. Fais tout pour que, en parlant à ce monsieur, que tes frères et sœurs, ta famille, entourent ton père au moment de son départ, au moment où sa Neshama va quitter son corps. Et vous comprenez bien que quand il a dit ça à ce monsieur, en fait, c'était un message pour nous. Et on a réussi. On a réussi à faire que on était tous là. Tous ses enfants. Au moment où il a quitté ce monde, et on était tous autour de lui, les enfants, même s'il n'a pas voulu que ma mère soit là. Ah, justement, on voulait arriver à ça. On pourrait consacrer une émission complète, même plus, sur cette vie extraordinaire de ce couple, ta mère, ton papa. Mais voilà, justement, le jour où il part, il va se passer quelque chose alors que ta mère est à ses côtés. Tu peux nous raconter ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors, chose incroyable. On avait passé les nuits, les jours, forcément, à se relayer, les frères et sœurs. Tôt le matin, on s'était appelés parce qu'on avait compris que les choses se compliquaient. On était tous venus. Donc là, les derniers instants, on était tous là. Et allait savoir pourquoi. Même quand on demande à ma mère pourquoi, elle ne sait pas. Si ce n'est qu'elle a eu envie d'allumer des bougies dans sa propre maison, qui était à quelques minutes en voiture de l'hôpital. Et en fait, elle est partie. Et je ne sais même pas si elle a eu le temps d'arriver ou tout juste à la maison. Et il est parti à ce moment-là. En fait, il n'a pas voulu partir devant elle. Les enfants étaient là, mais
ma mère n'était pas là. En fait, tellement, si vous voulez, il a, je pense, nous on l'a compris comme ça, par affection, pour ne pas lui rajouter de la peine. Et en fait, devant elle, il ne serait pas parti. Le lendemain du décès de ton papa, il y avait la Ascara de ton frère. Donc cet enfant qu'ils ont eu à l'époque, quand ils étaient à Strasbourg. Et donc un enfant qui va partir quelques semaines après sa naissance. Et ton père va dire, tout ce qu'il a fait dans sa vie, il devait en partie à cet enfant. Si on devait dire quelques mots sur ça, ça serait quoi? Comment vous, qui ne l'avez pas connu? Alors je vais commencer par la fin. Chose incroyable, il a été enterré, effectivement, à Jérusalem le 23 Elul, jour de cette Ascara. Mais quelques jours avant que mon père quitte ce monde, on sentait qu'il avait envie de nous dire quelque chose. C'était là que ma mère est venue nous aider pour essayer de nous aider à comprendre. Et elle a dit, est-ce que tu voudrais que les enfants, donc en parlant des garçons, aillent sur sa tombe le 23 Elul? Parce que lui, il l'a fait quelques fois. Et les dernières années, souvent, il y a eu même Minyan qui était réunie sur la tombe de ce petit garçon. Et en fait, là, clairement, il nous a fait comprendre que non. C'est-à-dire qu'il a fait comprendre que le 23 Elul de cette année-là, on ne pouvait pas aller sur la tombe de ce garçon. Et en fait, finalement, c'est peut-être on l'a compris après, que le 23 Elul, c'était évidemment lui qu'on amenait à Jérusalem. Mais effectivement, au-delà de ça, je crois que ça a traumatisé mes parents, bien sûr, comme tous parents qui perdent un jeune enfant. C'était le 3e enfant de la famille. Ça a été un drame pour eux. Mais quand, effectivement, il dit que, enfin, mais pour ma mère aussi d'ailleurs, évidemment, ça a été quelque chose qui leur a apporté énormément. Énormément parce que finalement, ils ont réussi à faire de cette épreuve quelque chose d'incroyable. Et je crois que leur vie sans cette épreuve n'aurait pas été la même. Ils ont vraiment, on va dire, optimisé cette épreuve. Et ça a été une leçon énorme pour leur vie et qu'ils ont surtout pu transmettre. Et quand malheureusement, dans leur vie, ils ont été confrontés à des gens qui ont eu des drames, on va dire, qui ressemblent à ce drame-là, ils savaient de quoi ils parlaient. Et du coup, ils savaient donner la force aux gens pour surmonter cette terrible épreuve. Et voilà pourquoi en fait ça a changé leur vie et voilà pourquoi au quotidien cet enfant, en ayant eu un passage très court sur Terre, finalement il a apporté un message énorme. Et finalement qu'il soit parti la veille de cette Ascara, c'est juste incroyable. Et qui soit enterré le jour même aussi, surtout. Voilà, c'était vraiment un clin d'œil incroyable qui a fait que oui, durant toute sa vie, effectivement, cet enfant les a marqués. Ephraim, comment ça s'est passé juste après donc, le départ de ton papa? Comment c'est organisé? Qui a géré tout ça? Est-ce que c'était facile à faire? C'était quoi? Raconte-nous. Alors c'est vrai que quand ça s'est passé, là aussi, on a eu les forces de rester maître de la situation. On aurait pu imaginer évidemment que après ce qu'on venait de vivre, on n'était plus du tout en état finalement. Mais alors on a été extrêmement soutenus. D'abord les élèves proches qui ont tout de suite organisé ils ont affrété un avion finalement qui partait le soir même. Pour l'anecdote, il faut savoir que cet avion qui avait été, on va dire, affrété par Air France, enfin en tout cas par la compagnie Air France, c'était le plus simple, par l'aide entre autres du grand rabbin Corsia et certains élèves, il avait fallu obtenir puisque c'était un gros avion qui au départ devait même passer par Marseille. Et jamais un avion aussi gros de la compagnie Air France avait atterri à Tel Aviv. Il avait fallu avoir une autorisation spéciale pour que cet avion atterrisse à Tel Aviv. Chose qu'évidemment, on avait réussi à avoir rapidement. Mais après, évidemment, on ne savait pas exactement où faire cette lévaïa, puisqu'il fallait quitter l'hôpital, bien sûr, faire ce qui est dans les règles de la tahara, la purification. Alors on s'était dit, est-ce qu'on va dans une grande salle de Paris pour qu'il y ait beaucoup de monde? Et puis là, il y avait, je me rappelle à ce moment-là, on était avec mes frères, il y avait le grand rabbin Corsia, le président Joël Mergui, qui nous ont tout de suite dit, mais on veut qu'ils viennent à la victoire. Alors au début, on a eu quelques petites réticences parce qu'on avait envie de quelque chose plutôt de neutre. Mais après, on s'est dit, mais on peut pas en fait, on peut pas faire autrement. La victoire, c'est tellement la synagogue finalement. Moi, j'aime bien dire avec mes mots que, en fait, de ce lieu, des milliers de Juifs ont fait échouva, puisque les cours se passaient là-bas. Donc j'ai envie de dire que sa voix,
Et le raisonnement m'est arrivé il y a quelques mois d'être invité à un mariage et j'ai fait un petit discours. Et j'étais très ému, je ne l'ai pas dit, parce qu'en fait, pour la première fois, je parlais dans la victoire. Et je me suis dit, mais en fait, cet endroit où la voix de mon père a tellement résonné, Pour ceux qui ne savent pas, évidemment, la victoire, ouais, la grande toutes les synagogue de la conférences, victoire, bien sûr. toutes les conférences des cours du lundi se passaient là-bas, Voilà, principalement. Quoi. c'est complètement. Donc, c'est une synagogue qui est la plus grande de France. C'est celle qui a vu des milliers d'élèves se réunir tous les lundis soirs. Et finalement, je répète, la communauté juive a changé, en fait, grâce à ce lieu. Donc pour nous, c'était finalement complètement naturel d'aller là-bas. Évidemment, la synagogue était pleine à craquer, à la fois d'hommes politiques, de gens de la communauté, de toute la communauté juive. On va dire, j'ai envie de dire, de tout ce que représente la communauté juive de France à travers les gens les plus religieux comme les moins religieux qui étaient venus lui rendre un hommage. Et de là, on est parti, bien sûr, pour Tel Aviv. Et chose incroyable, on l'a su bien après. On l'a su par une personne qui l'a dit à un de mes frères, qui a dit que lorsque le corps est sorti, bien sûr, il y avait des démarches à faire. Et la personne qui travaille dans l'aéroport, un Israélien, qui a accueilli... Ben Gurion, à Tel Aviv. Ben Gurion, bien sûr, qui a accueilli le corps, le cercueil. Et quand il a vu il a vu ce cercueil, il a su qui c'était, et ben il s'est mis à faire des télés naturellement. C'est-à-dire qu'il a dit non, il y a une personne, un homme aussi grand, bah je peux pas. Alors c'était pas son métier. Son métier c'était juste de faire ce qu'il y avait à faire, de récupérer le corps et d'aller vers les autorisations qu'il fallait avoir. Et il s'est bien pris tout naturellement. Et c'est vrai que finalement on s'est dit regardez comment jusque dans le moindre détail. En fait, il arrive encore à influencer le... Incroyable. Et vous savez, c'est quand même une leçon intéressante. C'est que je me rappelle avoir entendu plusieurs fois mon père dire qu'un homme, même si c'est pas des choses forcément très joyeuses, mais un homme doit prier pour que, c'était ses mots, jusqu'à la dernière pelletée d'un homme, tout se passe bien. C'est-à-dire que finalement, que l'homme il soit enterré dans la meilleure condition, bien sûr à 120 ans, et que tout se passe bien jusqu'au moindre détail. Et ces mots, ils m'avaient paru un peu bizarres quand il était arrivé de les entendre dans les circonstances d'enterrement ou autres. Mais j'ai compris qu'en fait, les choses pour lesquelles il a prié, en fait, l'ont aidé à lui personnellement. En fait, c'est ça un peu la leçon de la fille-là. C'est que nos maîtres disent que quand on prie pour quelqu'un, Dieu, il nous répond en premier à nous. Lui, finalement, tout ce qu'il a prié pour les autres, Hachem lui a rendu jusqu'à la dernière seconde. Alors, c'est vrai que ce 25 septembre, vous imaginez... comment ça a été un choc dimanche, bien sûr, un dimanche 25 septembre, une semaine avant Rosh Hashanah, un choc immense pour toute la communauté juive de France. Et je me rappelle une petite anecdote d'un jeune ami qui m'avait dit que ce jour-là, le 25 septembre, il a eu son premier enfant, une petite fille. Et il m'avait raconté comme ça. D'abord, il ne me l'avait pas annoncé à moi. Et il m'avait dit, mais tu comprends que annoncer cette nouvelle aux proches, comme il aurait voulu le faire naturellement, c'était le premier petit-fils de la famille, son premier enfant à lui, le premier petit enfant, de la famille, sa première fille à lui. Il m'a dit, mais en fait, on pouvait pas. On pouvait pas annoncer une bonne nouvelle dans un jour où toute la communauté, elle pleurait le grave à six trucs. C'était pas possible. C'est dur, ça. Oui, c'est dur, mais en même temps, ça prouve que, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est toute la communauté juive, en fait, qui a vécu ce moment, qui était vraiment en deuil, avec nous tous. Ephraim, j'aimerais qu'on revienne sur l'écriture de ces livres. Je me rappelle, j'avais découvert à l'époque. C'est les cours, ces fameux cours du lundi à la victoire, qui avaient été retranscrits par écrit. Je ne sais pas que c'était possible de faire quelque chose d'aussi fort que ça. Ces cours, ils étaient très forts, très impactants. Comment s'est passé les coulisses de l'écriture de ces livres ? C'est vrai que avant que Torah Box réussisse à faire ce projet, à faire vivre ce projet, il y a de nombreuses personnes qui avaient essayé. Je me rappelle qu'il y avait des gens, des élèves proches qui étaient un peu dans le métier ou pas, qui avaient dit voilà, il faut réécrire les cours, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et ça n'a jamais vraiment marché. On a retrouvé dans certains dossiers, dans certains tiroirs de cours comme ça qui avaient été réécrits, mais finalement ça n'a pas marché. Et lorsque Torah Box a proposé, donc directement en direct avec notre père, de faire ce magnifique travail, alors l'idée c'était évidemment, comme c'est le cas, de taper tous les cours qui avaient été dits oralement. En condensé. Voilà, parce que c'est des cours qui durent une heure et demie. Mais la condition, c'est que mon père relise à chaque fois. Très bien. Donc évidemment, je recevais moi par mail les cours, je les imprimais et il repassait sur ces cours. Et généralement, il y avait très très peu de modifications. C'est-à-dire que ça lui plaisait, le texte était comme il le souhaitait.
Et finalement, les choses se sont faites très naturellement. Et lui-même était très fier de ce projet. Et finalement, quand il est parti, eh ben, il y avait des cours qui n'avaient pas été terminés. Et le travail était un peu à moitié, enfin, il n'était pas complété. Et c'est ma mère qui avait accepté de terminer, pour qu'on puisse terminer ce livre, de faire. Alors, je rappelle qu'il y a 3 tomes. Voilà. Voilà. Il y a 2-3 tomes sur un condensé de beaucoup de cours qu'il avait fait le lundi. Et j'en profite aussi parce qu'on parle des cours du lundi, que depuis quelques années, grâce à Dieu, on a pu retrouver des vidéos de ces cours. On avait les audios magnifique. depuis toujours, mais les vidéos qui sont vraiment parlantes. Et d'ailleurs, un petit mot sur ça. Souvent, on voit des extraits de ces cours qui sont partagés. Et des fois, on voit des extraits de cours qui, alors, je ne sais pas si je peux utiliser le mot prophétique, mais qui sont tellement actuels, surtout récemment là, avec la situation difficile en Israël. Comment tu réagis quand tu entends ces cours-là aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai envie de dire 2 choses. La première, c'est que concernant ces cours en vidéo Torah Box, qui sont magnifiques, et moi, j'ai certains témoignages de jeunes gens qui me disent que c'est des jeunes couples qui me disent que parfois, certains soirs, au lieu de se faire des soirées Netflix, de regarder des séries, eh ben, ils se retrouvent à regarder un petit truc. Il m'a dit, on a un grand écran. Et il m'a dit, on regarde le cours pendant 1h15, 1h30. Et il m'a dit, on kiffe grave. On a l'impression, voilà, on a passé une soirée super agréable. Et finalement, il s'avère que très souvent, les gens ne l'ont pas connu. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne l'ont pas connu parce qu'ils étaient trop jeunes. Mais ils le redécouvrent à travers ces messages. Et pour revenir sur ces cours, il y a quelques jours, j'ai croisé le Admour de Ungar, qui est évidemment un des raves de Torah Box, qui était ému de me raconter une histoire qu'il avait déjà répétée 3 fois en l'espace de même pas 24 heures à des gens, tellement il était vraiment émerveillé de cette histoire d'un jeune homme qui est venu nous raconter qu'il n'avait pas connu mon père. Ce jeune homme a grandi jusqu'à il y a encore quelques années au Maroc. Et il se rappelle que son père était un juif traditionnaliste, mais pas forcément très pratiquant. Et il dit qu'ils aimaient bien, comme ça, parfois, se réunir entre amis. Alors, parfois, c'était à l'occasion de Iloula ou autre. Mais ils se réunissaient comme ça souvent le samedi soir. Et un jour, comme ça, il y a une des personnes qui a dit au papa de ce jeune homme, il a dit, regarde, j'ai un cours d'un rave. Je crois même que c'était en vidéo, d'ailleurs. Il a dit, viens, on le met, viens, on l'écoute. Alors bon, au début, il n'était pas très motivé. Regardez un cours, on est là, entre ambiance sympathique, une Iloula, on s'amuse un peu. Ils l'ont mis. Et au bout de 5 minutes, il a dit, bon, bah, on s'arrête. Il n'a pas question. Ils ont regardé le cours entier. Et ils se sont réunis pendant des semaines, voire même plus. Je préfère être précis. Et ils regardaient des cours de mon père tous les samedis soirs. Et tous ces gens-là ont fait teshuva uniquement grâce à ces cours qu'ils regardaient en vidéo depuis le Maroc. Et ces gens-là n'ont jamais connu personnellement notre père. Incroyable. Ça, finalement, son impact, il dépasse tout l'entendement. Des années après. Des années après. Et finalement, tout ça grâce à ce trésor qui est ressorti à travers Torah Box et grâce à ses cours en vidéo, mais finalement, ce travail merveilleux qu'il a fait. Alors, pour ce qui est de l'actualité, c'est incroyable. Alors, je ne vous cache pas que déjà, à l'année terrible qui a été l'année 2020 avec cette période du Covid, cette période si trouble pour le peuple juif, et là maintenant, depuis presque 1 an, avec malheureusement cette guerre en Israël, alors il nous manque beaucoup. Il nous manque parce qu'en même temps, il nous manque sa sagesse, cette capacité à rassurer les gens, son côté optimiste. Donc tout ça manque à beaucoup de gens, et pas qu'à nous évidemment, mais à beaucoup de gens de la communauté, cette voix qui aurait apaisé, qui aurait donné des forces, qui finalement... Je me rappelle que tu avais évoqué, quand il y avait eu l'attentat de Hyper Cacher, la réaction de ton père. Tout le monde s'est posé la question automatiquement, avec les périodes difficiles qu'on a eues ces dernières années, que ce soit la période du Corona, que ce soit le 7 octobre, la guerre en Israël, etc. Tout le monde aurait voulu à ce moment-là entendre la voix de ton père, son côté rassurant et son côté qui nous dise quoi faire, comment réagir, comment se comporter. Il avait deux qualités très fortes. La première, c'est qu'il vivait les choses intensément. Et il était capable de ressentir ce que chaque juif ressentait. Une anecdote qui m'a marqué, c'est évidemment lorsqu'il y avait donc malheureusement le terrible attentat de Toulouse, avec la famille Sandler et la famille Monsonego. Les journalistes de France Info, pour les citer, m'avaient appelé en me disant on voudrait une réaction du rabbin Sistruk. Alors,
on avait organisé cette interview au téléphone. Et pendant l'interview, mon père avait été très ému. Et il s'était mis vraiment à pleurer. Les journalistes étaient très mal à l'aise parce qu'en plus, c'était en direct. Et ils avaient dit, je crois qu'ils avaient posé la question de savoir s'ils étaient en famille, en fait, peut-être, sans le savoir. Alors, je ne sais plus si c'était fait en direct ou après. On leur avait expliqué que finalement, c'est vrai qu'ils n'étaient peut-être pas en famille, en lien, on dirait, de sang. Mais en fait, pour lui, c'était pas possible de ressentir la peine profondément d'un juif, quel qu'il soit, là où il est, finalement. Il avait cette capacité, finalement, à vivre intensément chaque chose avec les juifs. Il avait pleuré comme si Bar Minan, c'était son propre enfant qui était parti, en fait, ici. Et ça, c'était vraiment cette sensibilité. Et bon, alors évidemment, c'est la sensibilité d'un chef du peuple juif. C'est comme ça que la Torah nous parle de nos maîtres, depuis Moshe Rabbeinu. Mais c'est oui, il avait cet attachement à chaque juif. Et en même temps, il avait cette capacité à rassurer. Alors c'est vrai que pendant la guerre du Golfe, en 91, il avait été un des premiers à organiser un voyage de solidarité. Il nous avait raconté qu'à l'époque, à peine atterri à Ben Gurion, ils avaient dû à l'époque, évidemment, ils donnaient des masques à gaz pour protéger les gens, et ils avaient dû en mettre à peine sortis de l'avion. Donc il avait, oui, ce besoin, quand il avait les forces, on va dire, d'avoir cet élan de solidarité, parce que c'était quelqu'un d'extrêmement idéaliste, mais aussi il savait rassurer. Voilà, il avait besoin d'appeler à prier Hyper Cacher. D'abord, il avait appelé la radio lui-même pour passer un message, demander aux Juifs de prier. On s'était rendu le samedi soir, parce que évidemment l'attentat avait eu lieu vendredi avant Shabbat. On avait été spontanément. Samedi soir, il y avait beaucoup de monde. Il était allé, on avait pris un porte-voix, il avait adressé un message de réconfort au peuple juif. Pour lui, c'est ça qui... C'est ce qu'il aurait fait après le 7 octobre. Sans doute. C'est sûr qu'il aurait fait. Il aurait finalement à la fois rassuré et à la fois su dire aux gens ce qu'il fallait entendre. D'abord, évidemment, cette notion on va dire, de solidarité, c'est sûr, par rapport à chaque juif. Finalement, cette unité perdue du peuple juif qu'il fallait retrouver. Et en même temps, voilà, ce besoin de prier, même parfois de se rassembler. C'est certain que c'est ce qu'il aurait fait. Ephraim, on arrive à la fin de l'émission. Toi, aujourd'hui, tu continues à faire vivre son héritage à travers tout ce que tu fais. Qu'est-ce qui te motive le plus dans cette mission ? Alors déjà, je vais être honnête, j'en fais pas assez. C'est vrai que je pense qu'il faudrait réussir à en faire plus. Alors, c'est sûr que ce qui me motive au plus profond de moi, c'est de réaliser en fait l'être exceptionnel qu'il était. Des fois, c'est dur. C'est dur parce que finalement, on a du mal à retrouver un personnage comme il était. Bon, alors c'est clair que les générations, elles évoluent, que là aussi, la Torah, elle nous guide pour accepter, on va dire, les maîtres de nos générations. Mais finalement, quand un maître, au-delà du côté évidemment affectif, un exemple aussi fort nous manque, c'est compliqué en fait d'avancer. Mais la chance qu'on a, quand je dis nous, c'est parce que je parle aussi pour mes frères, c'est que là où on est, alors évidemment, on nous rattache à notre père. Et d'une certaine manière, chacun avec son style, avec sa façon d'être et de pouvoir parler ou exprimer les choses, eh ben forcément, on se rattache à notre père. Donc je pense que rien que comme ça, déjà, c'est finalement, je crois, la plus belle manière de faire vivre sa mémoire. Après, des projets, il faudrait qu'il y en ait, qu'ils soient concrétisés plutôt. Mais il y aurait beaucoup à faire, mais on ne peut pas se permettre... quand on voit finalement l'attachement que les gens ont eu par le passé et qu'on continue à avoir au présent pour ces enseignements, en fait, il faut vivre avec son temps. Et vivre avec son temps, c'est profiter de tout ce qu'il a laissé. En parlant de ce qu'il a laissé, ton père nous a laissé énormément d'enseignements. Si tu devais en citer qu'un seul pour finir cette émission, ça serait lequel ? Alors si effectivement je devais, pour ma part, résumer quel était son message le plus fort, ou en tout cas celui que j'estime être celui qu'il faut essayer, chacun à son niveau, de continuer à partager, c'est d'un côté l'amour des autres. Il avait finalement un amour des autres qui faisait qu'il a donné sa vie pour les autres. Mais si on avait dû lui poser la question un jour, est-ce que vous auriez préféré peut-être en faire moins et garder votre santé, il n'aurait jamais réfléchi. Pour lui, cet amour des autres, c'était incroyable.
C'était un amour individuel des hommes, finalement, qu'il allait croiser, qu'il allait accueillir avec un sourire. Peu importe la situation, peu importe l'homme qu'il était, il aimait chaque juif. Il avait réussi à avoir cette capacité, en fait. C'est bien sûr une mise de la Torah, mais il faut être capable de le faire. Lui, il le vivait profondément, chaque juif. Et moi, c'est ce que je ressens, ce sourire permanent de gens qui l'accueillaient, qui croisaient, dont il se souvenait, dont il avait réussi à créer une relation personnelle avec chacun. Ça, c'est finalement un rêve de pouvoir réussir ne serait-ce qu'à ressembler à ce qu'il était par rapport à ça. D'aimer les juifs vraiment. Du coup, on les juge pas, on leur en veut pas. Et finalement, on est beaucoup plus tolérant et finalement, on vit beaucoup mieux parce que on fait qu'aimer les autres. Donc, on se sent toujours bien. Et ça, je pense qu'il avait très fort en lui. Et la deuxième leçon, pour moi, c'est cet amour qu'il avait réussi à développer pour Hachem. Finalement, il avait appliqué encore une fois ce passouk du schéma Ve'afta et Hachem Elokecha. C'est un programme de toute une vie. Lui, il avait découvert Hachem par son parcours pas comme les autres. Et il avait finalement fait en sorte que toute sa vie le développait. Il aimait Hachem profondément. Il faisait les mitzvot avec passion. Tout ce qu'il faisait, c'était par rapport à ça. Et finalement, dans sa partie de vie qui a été celle de la maladie, alors il a encore plus pris le temps. À la fois, ses tfilotes, ses prières, c'était pas les mêmes. Elles étaient plus longues, plus profondes. Il faut savoir ici, d'ailleurs, pour relier ce que j'étais en train de dire, que quand on lui donnait un nom du refoua chez Lema, de la guérison pour quelqu'un, il a rajouté dans sa prière personnelle pendant la Mida. Et quand des fois, il arrivait que certains lui disaient « Mais votre Mida, elle est un peu longue », il disait « Moi, je prie pour tous les gens qui ont besoin ». Donc ça relie finalement ces deux idées. Donc ce besoin finalement d'aimer Hachem, d'exprimer. Et il l'avait toute sa vie. Il aimait dire que la mission d'un homme, c'est de faire aimer Hachem dans ce monde. Je crois qu'il l'a fait et une des manières les plus fortes par laquelle il a exprimé, c'est lorsque les derniers mois, un de ses élèves proches est venu le voir en lui posant cette question que nous, on n'a jamais osé poser, en lui disant « Mais jusqu'à quand vos souffrances ?» Il avait alors dit moi, vos souffrances me perturbent au point de ne pas comprendre ce que veut Hachem. Et il avait répondu très naturellement. Il avait dit « Mais moi, j'aime tellement Hachem que chaque chose qui m'envoie, c'est des caresses. » Alors, si on n'aime pas Hachem, on ne peut pas ressentir ça. Merci beaucoup, Ephraim. Merci à vous. Et merci sincèrement à mon ami Joseph, qui m'a permis d'abord de réaliser cette émission, évidemment de ressortir tous ces souvenirs, toutes ces anecdotes, et finalement tous ces sentiments que je faisais vraiment une immense joie de pouvoir exprimer. Et c'est grâce à toi que j'ai pu le faire. Merci beaucoup. Et j'espère que ça vous a plu. On vous dit à très bientôt sur Torah Box. Merci.